Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments. Bienvenue Léonidas. Xavier Jaravel, président délégué du Conseil d'analyse économique. Bonjour Xavier. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Et Ludovic de Sauté, directeur délégué de la rédaction de La Tribune. Bon, on va commencer par l'attaque Zucman. Grande contre-offensive, on pourrait dire, après... le blast médiatique, une vingtaine de passages télé pour Gabriel Zucman en une semaine, un peu plus, 10 jours. C'est Bernard Arnault qui a sonné la charge ce week-end dans la presse britannique. En dézinguant, il n'y a pas d'autre mot, le principe de cette taxe jugée communiste par un pseudo-économiste, une attaque ad hominem un peu violente, et je sens que Léonidas déjà brûle de réagir à cette contre-offensive. Léonidas, principalement parce que je trouve qu'il s'est fait sa contre-offensive tout seul. Je ne sais plus quel est le débat auquel il a participé, et il était interrogé par des économistes, et il a finalement conclu lui-même que s'il y avait un problème de liquidité pour payer la taxe, eh bien finalement, il se dit, à la limite, vous empruntez pour payer les taxes. Et je trouve que la perspective d'avoir un pays dans lequel on affiche, venez en France, vous pourrez lever de la dette et emprunter pour arriver à payer des millions de taxes nouvelles, et année après année, vous emprunterez. Enfin, en être arrivé lui-même à reconnaître que la seule manière concrète pour pouvoir payer les taxes sur du patrimoine qui est donc, j'allais dire, virtuel, oui. Mais ça montre aussi à quel point il est absolument indispensable que nous allions au bout d'un travail que nous, collectivement, nous n'avons pas fait, qui est un travail de pédagogie. Et c'est l'occasion d'un travail de pédagogie absolument formidable. On est là pour ça dans les experts. Alors, on est là pour ça dans les experts. Je ne suis pas totalement certain que ceux à qui cette pédagogie devrait s'adresser soient systématiquement des auditeurs de BFM Business. Ils devraient. Mais la confusion, lorsqu'on parle des milliardaires et que l'on a l'air de s'adresser à des gens qui ont l'air de penser que ces milliardaires ont des milliards dans leur poche, et qu'il y a une sorte de confusion entre le patrimoine destiné à investir et le patrimoine destiné à dépenser pour ses biens propres. Tout ça, ce sont des distinctions qui n'existent pas, et pour tous les Français qui ont l'air de répondre à 88% qu'ils sont favorables à 86, non, 86, c'est déjà pas mal. Favorables à l'idée de cette taxe. Oui. C'est un sondage IFOP commandé par le Parti Socialiste publié la semaine dernière. Que sur une totale et radicale confusion des idées. Vous avez mal fait votre boulot, Ludovic de Sauté, là, si j'entends bien Léonidas Kalogeropoulos. Qu'est-ce qu'on fait dans La Tribune pour expliquer tout ça ? C'est un peu le piège de la taxe Zucman dans lequel on est là, je pense. Que la taxe Zucman, elle est un peu caricaturale. Donc on a cette passe d'armes là, que vous venez de décrire, qui est une passe d'armes, je veux dire, c'est de bonne guerre, ok. Donc on a eu lieu. Je suis pas sûr que ça soit ce que disait Léonidas à l'instant, ça soit le plus subtil que chaque patron s'y mette, en fait, parce que ça va rajouter à la confusion aujourd'hui dans le dialogue. Il dessert la cause, Bernard Arnault. Je suis pas sûr qu'il dessert. Enfin, en tout cas, il améliore pas le tableau, parce que derrière, on sait quand même que les lignes sont en train de bouger. C'est-à-dire que l'attaque Zucman, c'est un peu le chiffon rouge qui est remué dans une vision politique, une renaissance du Parti socialiste qui est réelle en ce moment. Voilà, ils ont un vent favorable. Maintenant, derrière, on le sait à Bercy, et on le sait sur des gens qui sont très loin de l'attaque Zucman, les curseurs sont en train de bouger sur les holdings, les curseurs sont en train de bouger sur l'IFI, les curseurs sont en train de bouger sur la flat tax, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il se passe des choses. Vraiment, l'attaque Zucman joue comme un impact qui va provoquer quand même des choses derrière, et on va voir où est l'addition à la fin. On va revenir sur les pistes alternatives à la taxe Zucman pour voir celle qui serait le moins délétère économiquement. Mais Xavier Jaravel, je voulais revenir vers vous. Le 2 juin, dans l'opinion, vous aviez indiqué qu'on pouvait toujours défendre l'impôt Zucman sur les milliardaires dans une perspective politique, mais c'était clairement pas le cœur de la solution au problème du déficit et de la dette en France. Alors, pourquoi je disais ça? Pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà ce que disait un peu Léonidas sur qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et le constat de départ sur tout ça, c'est une étude de l'IPP qui fait référence, qui est consultée par personne, sur le degré de progressivité ou régressivité de notre système fiscal. Et donc, il montre que dans le 0,0
0,1%. Vous avez une régressivité quand vous classez les gens en fonction du revenu économique, c'est-à-dire notamment en prenant en compte le revenu de leurs entreprises. Et après, en fait, ça, donc déjà, c'est régressif, mais vraiment tout en haut de la distribution, c'est-à-dire par rapport au P90. C'est-à-dire que c'est au sein du dernier décile que vous avez ce phénomène de régressivité, pas par rapport aux classes moyennes, pas par rapport aux classes populaires. Et en faisant une mesure du revenu économique. Oui. Enfin, en comptant les bénéfices non distribués. En comptant les bénéfices non distribués. Donc ça, voilà. Donc, non contesté, elle est un peu. Enfin, il y a des explications de texte à faire. Le chiffre n'est pas contesté, mais après l'interprétation donne lieu à des débats. Et je pense qu'il y a effectivement deux cas très différents que Léonidas évoquait tout à l'heure, qui sont que vous pouvez avoir un dispositif qui est d'optimisation fiscale. Je me verse pas de dividendes, mais en fait j'ai cet instrument, cette holding patrimoniale qui me permet en fait d'utiliser l'argent à des fins personnelles, mais sans payer d'impôts. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut combattre, et parce que tout le monde est d'accord. Et Bercy prépare une mesure. Et après, il y a des débats sur mesure anti-abus sur les. Et en revanche, vous avez ensuite tout simplement le fait que vous pouvez avoir des entreprises qui vont réinvestir ces dividendes. Et donc, moi, je voulais deux points qui me semblent moins présents dans le débat. Un, c'est en fait l'IPP a mis à jour cette étude ce mois-ci, en septembre. Et en fait, parce que jusqu'ici, c'était toujours, vous voyez, classé en fonction du revenu économique. Donc, c'est pas en fonction du patrimoine. Ils ont fait maintenant un appariement avec les données de challenge. Et donc, vous pouvez aller voir dans l'étude pour en gros voir où est-ce que sont les personnes qui sont dans le classement de challenge pour ceux qui sont résidents fiscaux en France. Et ils trouvent qu'il y en a 15% qui sont dans le 0,001, là où la régressivité se produit. Les autres sont ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas forcément en haut du revenu économique, parce qu'ils n'ont pas forcément ils ont peut-être un très gros patrimoine, mais pas forcément toujours des retours sur investissement très élevés. Vous voulez dire qu'ils sont ailleurs dans le classement des 0,001 voilà, pas géographiquement, mais 0,001. Voilà. Ils ne sont pas dans la partie économiquement, pas géographiquement. Voilà, mais ils ne sont pas dans la partie régressive, c'est-à-dire que se focaliser que sur les milliardaires, c'est se tromper en partie de cible, parce que vous allez avoir d'autres gens, peut-être des footballeurs, peut-être des traders, peut-être d'autres types de profils, qui vont avoir parfois des entreprises, parfois des holdings patrimoniales. Et donc, déjà, je pense sur ce diagnostic, c'est intéressant de dire qu'il y a deux choses très différentes. Et le dernier point pour juste, vous êtes en train de nous dire que 85% de la population qui est incriminée en quelque sorte par Gabriel Zucman dans son discours, en réalité ne fait pas partie de la catégorie. Ils ne font pas partie des 0,001%. Après, probablement qu'il y a de l'hétérogénéité entre eux, vous voyez. Mais quand on regarde juste le graphe de l'étude qui fait référence, ils ne sont pas dans la partie. Donc c'est quand même une donnée intéressante. Et l'autre point que je voulais mettre en avant, c'est l'idée en fait de justice fiscale. C'est-à-dire que si vous prenez des entreprises comme des startups qui n'ont pas encore de revenus, ou des entreprises qui réinvestissent beaucoup. Mistral AI, dont on a beaucoup parlé. Je n'avais pas d'argument, clairement pas du point de vue de l'efficacité économique, mais aussi du point de vue de la justice, pour dire qu'il faut les taxer. Vous avez des entreprises qui ont peut-être une valeur très élevée, qui aujourd'hui ne font pas de revenus. Pourquoi vouloir taxer sur le patrimoine ? L'idée, en fait, de Gabriel Zucman, c'est de dire parfois, en fait, il y a une présomption de revenus. C'est-à-dire que vous avez un patrimoine très élevé, vous ne payez pas d'impôts, donc ça veut dire que vous faites un truc pas net. Mais là, en l'occurrence, par exemple, Mistral ou beaucoup d'autres startups, vous voyez bien qu'ils ne font pas encore de revenus ou très peu par rapport à la valorisation. Et donc, en fait, même vous les taxez même deux fois. C'est-à-dire que vous les taxez aujourd'hui sur la valorisation qui capture des revenus futurs. Oui. Et après, vous les taxerez demain quand, effectivement, les revenus sont là et là, ils sont soumis à l'IS. Oui. Donc, c'est vraiment très très différent de l'optimisation et ça n'a aucun rapport. Et donc, mais de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de débat entre économistes en tout cas sur le fait que ça se trompe de cible. Il faut évidemment sortir les startups et évidemment aussi sortir les entreprises qui réinvestissent massivement. Il y a plein d'exemples d'entreprises qui ont une centaine d'années qui en fait réinvestissent massivement leurs profits. Et donc c'est pas un dispositif d'optimisation. C'est pour ça qu'une taxation des holdings ou d'autres dispositifs contre l'optimisation, par exemple les droits de succession, le pacte du trade, les plus-values latentes, on pourra en reparler, semble important. Non, je trouve que c'est très très important et merci Xavier pour cette analyse précise, disséquée. Et chiffrée. Mais c'est d'autant plus important de disséquer que dans la variété des situations que décrit Xavier, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. La suroptimisation, aller faire de l'ajustement pour lutter contre la
suroptimisation, je veux dire, il y a pas peu de monde qui sera en désaccord. En tous les cas, je vois pas le discours politique qui pourrait le justifier. En revanche, aller cibler la suroptimisation pour aller écraser la totalité du sujet des 1800 revenus qui sont ciblés par la taxe Zucman, c'est absolument aberrant. Mais je voudrais juste aller derrière ce qu'il y a dans ce débat et qui a été d'ailleurs révélé par l'intervention d'Aurélien Rousseau, que je trouvais absolument lunaire. Il dit en substance, il faut prendre cet argent parce que le seul qui est capable de l'utiliser intelligemment, c'est l'État. Et donc, c'est gelé dans les holdings, ça ne sert à rien. Et celui qui sait, c'est l'État. C'est quand même spectaculaire. Cet État C'est un ancien directeur de cabinet de Premier ministre qui le dit, Aurélien Rousseau, aujourd'hui, député du Parti et ça fait pas très longtemps qu'il a quitté les bancs des gouvernements successifs. Cette idée que l'intérêt général ne pourrait être servi que par l'État, et c'est le seul qui est capable d'être intelligent, avec le spectacle que nous avons des déficits, de la gabegie, du mauvais ciblage, j'allais dire d'un bonheur général qui n'est pas atteint malgré des dépenses absolument colossales, et on persiste à penser que la seule manière d'utiliser de l'argent intelligemment, ça serait que l'État le prenne et en fasse ce qui est nécessaire. Et derrière, ce que l'on pourrait répondre, c'est qu'il y a peut-être un moment intéressant où on pourrait, alors que l'État a des besoins évidents pour boucler son budget, s'il y a 20 milliards à trouver, peut-être que nous pourrions réfléchir à une sorte de pacte, de contrat entre les grandes entreprises et l'État, pour dire, bien, on sait qu'il y a des grandes réformes à mener, ça fait des années qu'elles sont listées dans des rapports, qu'on n'arrive pas à les réaliser, mais après tout, mettre 20 milliards sur la table dans un emprunt à 10 ans, pour réaliser en contrepartie des réformes de baisse de coûts, de rationalisation, de rehaussement des bas salaires, qui est un sujet également sur lequel nous sommes bien conscients dans tout le tissu entrepreneurial, qui a là un problème que nous devons impérativement régler, notamment parce que, à tort, on pense que la politique de l'offre est l'origine de ces bas salaires, ce qui n'est pas exact. L'origine des bas salaires, c'est en très grande partie la charge qui pèse sur les salaires et pas du tout la politique de l'offre. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous pourrions mettre en face d'un véritable contrat, d'un pacte de réforme pour la France. Et il y a peut-être un momentum dans lequel les entrepreneurs pourraient véritablement jouer leur rôle aux côtés de l'État. Mais est-ce que c'était pas la main tendue, Ludovic de Sauté, de Patrick Martin l'année dernière, il y a un an, en disant on est OK pour une surtaxe d'IS si l'État fait son travail, c'est-à-dire travaille sur ses dépenses, parce que c'est pas 20 milliards qu'il va falloir trouver, c'est 100 à 130 milliards d'euros. En tout cas, pour cette année, c'est probablement 20 milliards. L'ambiance a changé, c'est-à-dire que tout le monde est devenu impatient. C'est-à-dire, ça nous a marqué cette année à la fin août sur l'université du MEDEF, la REF, une espèce de divorce entre le patronat et les classes politiques, en renvoyant tout le monde dos à dos, vraiment, très sincèrement. C'est-à-dire vraiment quelque chose de très violent. C'est-à-dire dire, en fait, voir Barnier, puis Bayrou, puis l'immobilisme et tout ça. Donc là, je partage vraiment ce que disait Xavier à l'instant. C'est-à-dire que la taxe Zucman, c'est un objet politique. Je pense qu'il faut la considérer comme un objet politique. Et là, on a eu finalement le revers de ce qu'est un objet politique avec un débat qui est en train de s'incarner autre. Maintenant, la taxe Zucman, elle ne pose pas d'autres questions qui sont des réformes structurelles nécessaires. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est reculé pour plus mal sauter. C'est-à-dire c'est 20 milliards, 15 milliards, d'ailleurs, on n'est jamais d'accord sur les chiffres, peu importe. Philippe Aghion dit 5 milliards. On reporte un peu la question, on la reporte jusqu'en 2027, le temps de voir la présidentielle arriver, puis là, on verra ce qu'on fait. Il y a le même débat sur les retraites qui est en train d'apparaître aussi. C'est-à-dire, on reporte, et puis on voit tout ça en 2027. En fait, le problème, c'est qu'à force de reporter, la France reporte depuis longtemps, ce report, on est en train de le payer collectivement. Xavier Jarel. Moi, je pense que telle ou telle mesure devienne objet politique, que ça permet de faire bouger les lignes, et que ça réponde en plus à un problème en partie je pense qu'on a dit qu'il y a... On regarde plusieurs choses à la fois avec cette taxe, mais il y a en sous-jacent ce problème d'optimisation qui est très très important. Mais le problème du chiffrage me semble aussi central, parce que vous évoquiez 20 milliards, vous évoquiez, Raphaël, notre tribune avec Philippe Aghion et 5 autres collègues dans le monde. Nous, on dit au maximum 5 milliards, et je pense, pour moi, c'est très important. C'est important de l'expliquer de manière très pédagogique, et peut-être qui nous écoutent. Je pense que ce serait une grave erreur de prendre le 20 milliards comme mise de jeu, parce que ça déséquilibre toute la discussion budgétaire, et pour le grand public, c'est aussi du coup incompréhensible, parce que si on pense qu'on pouvait en fait faire tout l'effort de l'année qui vient, avec une mesure qui en plus est tellement circonscrite, en fait ça rend très difficile de faire
quoi que ce soit d'autre. Il me semble que c'est une estimation qui est beaucoup trop optimiste. J'en donne peut-être trois éléments de réponse. Le premier, c'est le caractère justement extrêmement concentré de la taxe, qui fait que la base fiscale est extrêmement fragile. Donc vous avez 1800 ménages. 1800 ménages, mais au sein de ces 1800 ménages, vous en avez 10 qui représentent la moitié du rendement attendu. Ces chiffres d'ailleurs dépendent de la valorisation des uns et des autres. Par exemple, Bernard Arnault, dont la valorisation s'est effondrée cette année, du coup avant représentait beaucoup plus, maintenant c'est moins. Mais vous avez quand même là aujourd'hui 10 qui représentent la moitié du rendement. Et donc d'ailleurs c'est fluctuant, mais vous voyez, s'il décide de partir, s'il décide de mieux optimiser... Donc 10 milliards sur les 20. Là, donc les 20, en fait, c'est un rendement qu'on appelle mécanique. C'est-à-dire vous prenez la photo à date, vous appliquez le taux. Oui. Alors déjà, vous voyez, c'est extrêmement concentré, a priori fragile. Numéro 2, vous regardez les expériences passées. Par exemple, la fin de l'ISF ou des périodes comme sous Hollande où on a augmenté l'imposition du capital, des réformes en Suisse, des réformes au Danemark, pour voir dans ces contextes-là, la Norvège, c'est très intéressant, mais il se trouve que ça n'a pas été étudié avec nos techniques causales. Voilà. Donc sur ce qu'on a, qui sont des réformes moins ambitieuses, moins concentrées, etc., pas de biens professionnels, ou alors dans le cas du Danemark, c'est vraiment avec un bouclier fiscal. Voilà. Et en fait, dans ces cas-là, ce que vous voyez, c'est que pour 1 euro de rendement mécanique, donc l'équivalent du 20 milliards, en fait, vous ne receviez que 25 centimes d'euros réels. Parce que les gens partaient, et sur ça, vous perdiez 20 centimes d'euros. Et sur ceux qui restaient, il y avait un aspect optimisation fiscale et aussi juste un aspect mécanique. C'est-à-dire qu'ils restaient, vous leur preniez une partie de l'argent par définition avec l'impôt, et donc du coup, leur fortune augmentait moins vite. Donc, à horizon quelques années, en fait, la base fiscale s'érodait naturellement. Et donc, tout ça, mis bout à bout, baissait de 3/4 les rendements de la taxe. Donc après, contre-argument de Gabriel Zucman et d'autres, qui est de dire, regardez ces dispositifs anciens, le nouveau dispositif est beaucoup mieux, celui qu'il propose, parce qu'il prend en compte les biens professionnels, parce qu'il mettrait une exit tax, donc il n'y aura pas de manière de faire de l'optimisation. Donc moi, désaccord complet avec cette réponse, parce qu'en fait, les incitations à l'optimisation vont être beaucoup plus fortes, que vous avez des sujets de valorisation des entreprises pour les entreprises non cotées, que si vous avez 10 familles qui sont concernées, si on met le dispositif en place, ils peuvent même partir avant sa mise en œuvre, donc les exit tax, très difficile qu'elles jouent un rôle. Les exit tax qui d'ailleurs sont sujettes à une incertitude juridique, voire une impossibilité juridique, disent la plupart des juristes, parce qu'il faudrait renégocier plein de conventions bilatérales qui aujourd'hui ont une valeur supérieure à la loi, c'est un traité. Et donc dire, en mise de jeu 20 milliards, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Je suis très surpris d'entendre très risqué. Le président délégué du Conseil d'analyse économique me dire qu'il y a un risque de départ. Il me semble avoir lu une étude, il n'y a pas si longtemps que ça, du CAE, indiquant que pouvez augmenter les impôts, ça n'avait finalement que très peu d'incidence sur l'exil fiscal. Je pense que l'étude a été utilisée par certains journalistes peut-être d'une manière ambitieuse, puisqu'on regardait l'ISF, on regardait les droits la mise au barème des dividendes sous Hollande, et donc ça concernait un nombre de contribuables bien plus important. Et en fait, même là, l'exil fiscal, effectivement, il concernait assez peu de personnes, mais déjà en rendement, c'est de l'ordre de grandeur de 20 centimes d'euros perdus par euro mécanique. Donc déjà, c'est pas rien. Et ensuite, là, on parle d'un dispositif beaucoup plus concentré, avec, comme je disais, une dizaine de familles qui représentent la moitié du rendement. Donc, je pense que mise de jeu de 20 milliards, ce serait une énorme erreur à un moment où on est déjà dégradé par des agences de notation et on a un problème budgétaire important. Ce qui ne veut pas dire que la mesure est très intéressante dans son aspiration anti-optimisation. L'égalité devant l'impôt, l'injustice fiscale, il faut la combattre, mais sans pour autant taxer les startups et sans pour autant promettre des rendements qui ne sont pas du tout prudents. On vient de déconstruire là quand même en 20 minutes d'émission une première quasiment fake news. J'ai envie de dire que 85% de la population étudie en fait. Il y a de la justice fiscale, il n'y a pas d'injustice fiscale. Et deux, sur l'argument de l'exil fiscal, on se rend compte qu'on ne comparait pas les mêmes populations. Merci de rétablir la vérité de ces chiffres. Non, mais comme quoi, effectivement, les éléments de pédagogie sont absolument indispensables parce qu'une très très grande partie de cette bulle autour de la taxe Zucman est fondée sur quand même des caricatures. À propos de caricatures, une grande partie de l'argument est fondée sur l'idée que les riches ne paieraient pas leur part. Mais je pense que ça fait partie également des éléments qui devraient être sur la table, qui est la réalité de la contribution fiscale de ces grandes fortunes, qui est déjà absolument colossale.
colossale. Et ensuite, leur contribution à l'économie, parce que quand il y a des milliers d'emplois, pour ce qui est des LVMH, qui sont mis en contribution dans l'économie nationale, c'est comme si soudain, M. Zucman nous expliquait que ça n'existe pas, que ça c'est une espèce d'anecdote, que la véritable contribution, elle est sous forme fiscale ou elle n'est pas. Donc, pour ce qui est de LVMH, si on continue de regarder le prototype test sur lequel c'est fondé, il y a les milliers d'emplois, la contribution à la balance commerciale, la contribution fiscale, la contribution en termes de formation, l'image de la France. Enfin, ce sont des contributions qui sont très très importantes et qui devraient être finalement exposées pour l'ensemble des 1800 familles ou foyers qui sont concernés, parce que derrière, il y a, et on l'entend sur cette antenne tous les jours, combien d'innovations qui sont portées, c'est-à-dire des innovations, des progrès en matière de recherche. J'entendais ce matin des choses absolument miraculeuses dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, tout ça. Mais s'il faut vendre son entreprise ou lever de la dette pour pouvoir payer ses impôts, tout ça, c'est du patrimoine économique qui s'en va. Peut-être un dernier point, parce qu'il est quand même important, c'est que l'impasse fiscale dans laquelle on est, ou plus exactement l'impasse budgétaire avec les problèmes de notre pays, ils vont pas du jour au lendemain être corrigés simplement avec une taxe comme celle-là, quand bien même elle arriverait à fonctionner. Vous voulez dire que 1800 ménages ne pourraient pas régler les problèmes de déficit en France ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que entre l'espace médiatique qui est pris par ce sujet et la profondeur des problématiques que nous avons à résoudre, le contraste est absolument saisissant. Il y a un blocage politique en même temps, Ludovic de Sauté. On voit bien qu'il faut décrocher le PS pour un accord de non-censure. Et pour avancer, pour qu'on ait un budget, le premier danger pour la France, Fitch l'a dit, c'est l'instabilité politique. Ouais. Donc les alternatives, si on fait, allez, il nous reste 3 minutes 30 pour faire un tour des alternatives, avec la rationalité économique qu'on veut défendre ici dans les experts. Qu'est-ce qu'il y a de moins dangereux finalement on voit la pour l'économie et la croissance. Musique s'installer, j'allais dire, mais qui est nécessaire pour revenir ce que disait Xavier. C'est-à-dire que oui, il y a des questions, et soyons francs, c'est-à-dire là on met la taxe Zucman de côté. Il y a des questions d'optimisation sur les holdings qui méritent d'être traitées. On le sait depuis longtemps. Mais c'est pas les milliardaires qui en sont nécessairement responsables. Hein. C'est les textes. C'est trop. C'est le droit. C'est niche et tout ça. C'est l'État qui les a construits. Voilà. C'est comme l'assurance vie, ainsi de suite. Avec un dessin à chaque fois. Hein. Voilà, donc il y a un objet. On sait qu'il y a des faiblesses, honnêtement, et on attend ce rapport de la Cour des comptes depuis très longtemps avec un chiffrage sur le pacte Dutreil. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas là-dessus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a des choses à remettre à plat techniquement, je veux dire. Il y a des choses aussi à remettre à plat parce qu'il faut l'entendre, et c'est un peu ce que je crains dans la séquence de ce week-end. Parce que derrière, quand même, aujourd'hui, il y a une petite question de moralité qui est en train aussi d'apparaître. On va pas se mentir. C'est-à-dire que la taxe Zucman, elle raconte probablement une mauvaise histoire pour l'économie, à la fois sur des raisons de chiffrage, parce que c'est pas les 20 milliards qui vont tomber du ciel du jour au lendemain. Elle s'oppose à une logique d'innovation, de prise de risque dans l'économie. Ça, c'est un vrai problème. C'est Mistral AI dont vous parliez ailleurs, mais des Mistral AI, il en faudrait beaucoup. Il faudrait des prises de risque économiques. Donc ça, c'est une vraie question. Oui. Mais cette question de moralité aussi, quelque part, on peut pas l'empêcher dans une période de tension sociale. Il faut quand même aujourd'hui, j'allais dire, avancer collectivement. Il faut construire un budget. Il faut essentiellement que la société se réaligne un peu, parce que là, ça fait 18 mois qu'on c'est un peu compliqué, qu'on a du mal à avancer. C'est une litote. Oui, non, tout à fait d'accord. Mais que ces sujets d'égalité des chances, de justice, d'égalité sont très très importantes. Mais juste, je pense qu'il faut les utiliser, les approcher avec l'outil qui convient. Un bon outil. Et du coup, vous évoquiez pacte Dutreil, les droits de succession, les plus-values latentes. Je pense que c'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est inefficace d'avoir ce type de niche fiscale. Expliquez-nous pourquoi. Donc, d'abord, rappeler ce que sont les plus-values latentes. Vous achetez, par exemple, une feuille d'action. Oui. Vous ne vendez jamais, donc vous ne réalisez pas les gains. Et ensuite, au moment de la succession, on va effacer ces gains. Donc, vous n'allez jamais payer les droits sur le capital, vous allez juste payer les droits de succession. Et donc, ça a un effet pervers, c'est que du coup, les gens restent bloqués sur le portefeuille qu'ils ont acheté. Il y a une étude, là pour le coup, sur la Norvège, d'une économiste de l'Université de Chicago, qui montre que c'est du coup très inefficace, ça bloque une réallocation du capital qui serait efficace. Donc, c'est à la fois bon pour l'efficacité, évidemment bon pour les qualités des chances, évidemment bon pour les recettes fiscales. On va dire que c'est bon pour l'investissement long terme. Voilà. Et là, en fait, parce que vous réallouez pas, donc je pense qu'on a plusieurs raisons de penser que c'est quand même
c'est plutôt négatif. C'est plutôt négatif. Et après, vous avez aussi une hausse de l'impôt sur les sociétés, une hausse du prélèvement forfaitaire unique. Il y a plein d'outils complémentaires qui peuvent être utilisés. François Hollande, d'ailleurs, s'est exprimé plusieurs fois en ce sens, en disant le bien professionnel. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de raison de garder le bien professionnel dans une base d'imposition sur le patrimoine. Donc je pense qu'il y a ces possibilités-là et que ce serait une issue tout à fait souhaitable et qui, du coup, n'affecte pas les entreprises dont on parlait tout à l'heure qui ont ces besoins de réinvestissement. Bon, 2 fake news débusquées dans la première partie de cette émission. Merci Xavier Jaravel pour ces précisions.